Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix responsables. Comme tous les mercredis aujourd'hui avec Philippe David, on va s'intéresser à la pêche et ses enjeux alimentaires et environnementaux. On fait le tour du sujet pendant 1 heure avec une actualité. Cette panique dans les boîtes de thon, selon 2 ONG, le thon vendu en Europe dépasserait énormément le seuil autorisé de mercure. La pêche au thon rouge est devenue l'une des pêcheries les pêches les plus contrôlées au monde, avec un océan de contraintes réglementaires et de technologies de pointe. Et pourtant, les pêcheurs déplorent encore beaucoup d'idées reçues. On en parlera avec Tristan Rouillet, chercheur à l'Ifremer, à l'unité Marsbec à 7. Et dans un instant, nous répondrons à toutes ces interrogations avec nos invités. Nous ferons le point aussi sur l'avenir de la pêche et les nouvelles pratiques éthiques des pêcheurs. Le thon rouge, est-ce une espèce en danger, comme l'affirment certaines ONG? On en parle dans un instant avec nos invités. Soyez les bienvenus, c'est les vraies voix responsables spéciales pêche. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table, quelqu'un que vous connaissez bien, Christophe Madrol est avec nous, président de la commission maire de la région Sud. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les amis. Christophe, merci d'être avec nous. Jean-Gérald Lubrano est avec nous, secrétaire général d'organisation producteur du Levant et auteur d'un documentaire qui s'appelle Pêcheurs 2.0. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques instants, d'autres invités seront avec nous. D'abord, on va revenir sur cette actualité. 2 ONG qui dénoncent le scandale sanitaire qui concerne le poisson le plus consommé en Europe. Bloom et Woodwatch ont donc testé 148 boîtes de thon. Résultat, elles contenaient toutes du mercure, jusqu'à 4 fois le seuil autorisé, c'est-à-dire 1 mg par kilo. Un seuil dépassé environ un dixième des boîtes testées. Alors, on va en parler avec vous, Christophe Madrol ou Jean-Gérald Lubrano qui est avec nous. Est-ce que nous avons raison de nous inquiéter ? L'un, l'autre. Christophe Madrol ? De s'inquiéter, c'est toujours une vraie question, et d'ailleurs on peut se satisfaire de voir ces ONG tester et regarder ce que nous mangeons. Oui. Et c'est une très bonne chose qu'il y ait des contre-pouvoirs qui regardent, qui observent et qui étudient. La question du thon en boîte, c'est pas la question du thon rouge. Nous, avec la région Sud, avec Renaud Muselier, avec l'ensemble des services de la région, nous soutenons la filière du thon rouge parce que c'est une filière d'exception, et nous soutenons la filière du développement de la pêche durable. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui que portent les ONG sur le thon blanc vis-à-vis du thon rouge. Donc effectivement, on peut avoir des questionnements, mais sincèrement, Cécile, j'ai pas une langue de bois, c'est le parlons vrai sur de radio. Bien sûr. Je n'en sais rien. Voilà. Ah, ok, alors Jean-Daniel Lubrano, forcément quand on est consommateur, on a tous une boîte de thon chez nous à la maison, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est de la surcommunication ? Je crois qu'il faut être vigilant, mais ce qui est sûr, c'est que ça soulève en tout cas 2 problèmes. Oui. En tout cas, nous qui sommes des organisations de producteurs et qui faisons de la sensibilisation justement au bénéfice de nos métiers, mais aussi des produits issus de cette pêche durable et raisonnée, nous sommes toujours en train d'attirer l'attention sur la traçabilité, qui est un critère vachement important. Donc, de quoi parle-t-on, pour pas faire de jeu de mots ? THON. Voilà, THON. Et c'est là où il faut être très vigilant. Et je crois que c'est là où le consommateur doit encore plus être en éveil sur ce critère-là, la traçabilité. Regardez de quelles espèces de thonidés nous parlons. Voyez, là, je crois qu'il est visé. Bon, nous regrettons, nous, la filière, qui fait tout, parce qu'il y a toujours des effets un petit peu taches d'huile à ce genre d'annonces-là. Donc, bon. Qui sont pas précises, c'est ça le problème ? Qui sont un petit peu imprécises, enfin, plutôt beaucoup imprécises, et qui cassent un peu le travail qui est fait autour depuis voire des décennies maintenant. Mais vous qui êtes pêcheur, quand on regarde les boîtes de thon, et comme pratiquement tout le monde, il m'arrive souvent d'en acheter, en général, il vient pas de Méditerranée, il vient soit de Côte d'Ivoire, soit des Seychelles. C'est ça. Est-ce que quelque part, c'est pas faire avec cette étude une mauvaise pub pour nos pêcheurs de Méditerranée, alors que le thon en boîte, c'est Seychelles, c'est-à-dire océan Indien, océan Atlantique, mais pas du tout le même coin, Côte d'Ivoire. Et il y a aussi, je crois, un peu d'Équateur, donc là, c'est carrément le Pacifique. Il était pêcheur dans une autre vie. Totalement. Non, parce que je regarde tout ce que j'achète quand je fais mes courses. Parce que vous êtes chiant. Il doit être pénible. Comment il fait votre femme, Philippe David ? Vous regardez toutes les boîtes comme non, ça ? je veux dire, elle m'admire. Voilà. C'est là où je rejoins Christophe Madrol. On peut pas, déplorer que les ONG s'interrogent sur les conditions sanitaires de consommation.
bien qu'on ne peut pas se substituer à un moment donné à l'agence nationale, mais tout ce qu'on peut déplorer, en tout cas nous, en tant que professionnels du métier, c'est surtout de voir une communication un peu tout azimut, avec large, des gros effets d'annonce comme ça, qui peut faire du mal à une filière, où la filière est déjà quand même responsabilisée, raisonnée, et qui fait un travail de sensibilisation au quotidien pour avertir justement les consommateurs, notamment les consommateurs français, sur le bénéfice des circuits courts, du manger local, manger vivant, vous voyez, tout ce qui est en vogue aujourd'hui. Et c'est là où, bien entendu, lorsqu'on importe beaucoup de poissons, qu'ils soient en boîte de conserve, je crois que c'est le problème de l'effet de la conserverie surtout, qui décante et qui peut créer justement des accumulations de mercure qui créent ce problème-là. Mais encore une fois, nous, c'est pas notre filière, comme l'a rappelé le conseiller Madrol, qui connaît bien le sujet de la biodiversité, mieux que lui, je veux pas parler, mais voilà, ce sont des espèces qui, encore une fois, sont souvent importées, sur lesquelles on ne sait pas si c'est des marques françaises ou quoi que ce soit, je veux dire, voilà. Il y a un manque de traçabilité, c'est ce que vous voulez dire. Donc, mais voilà, en fait, le fait de ne pas citer, ou en tout cas de ne pas donner l'espèce, dire du thon en général, il y a une différence entre le thon rouge et le thon blanc, vous pensez que ça va avoir un impact, en tout cas, sur le thon rouge aujourd'hui ? Mais je veux dire, non, je pense pas, parce qu'on a tellement, je veux dire, aujourd'hui fait un travail énorme sur le thon rouge, et le thon rouge fait un tel retour, que ça soit dans les mœurs, dans les mentalités, dans les assiettes. On a un produit où la réponse environnementale est tellement positive que... On va en parler tout à l'heure. Voilà. Mais pour revenir, excusez-moi, allez-y Christophe, parce que j'ai une question à vous pour poser. être très transparent avec nos auditeurs, pour préparer l'émission, j'ai contacté l'association Bloom pour proposer qu'ils viennent parler avec nous, puisqu'ils ont... Et la réponse a été claire. Bonjour, merci pour votre message d'invitation, mais surtout le thon rouge n'a rien à voir dans notre enquête qui cible particulièrement les thons en boîte, les thons blancs. Et alors, les thons en boîte, oui. Vous allez voir que je regarde vraiment les boîtes que j'achète. En général, je suis pas pêcheur, vous connaissez mieux les thons que moi. C'est du thon albacore et du thon germont, c'est pas ça ? Oui, tout à fait. Et donc pas du tout du thon rouge, rien à Non, voir. Donc c'est pas la peine de paniquer les gens avec des enquêtes comme rien ça. À voir le thon rouge. La France est un gros pays producteur de thon rouge, mais encore une fois, on n'arrête pas de le répéter. Manger français, manger français. C'est ce que je veux dire. Voilà, c'est ce qu'on essaye de communiquer depuis des années. Mais avec du thon, c'est difficile. En tout cas, des boîtes de thon, c'est difficile de savoir, de manger français. C'est-à-dire que non. Il y a la plaque vétérinaire. La traçabilité est imposée. Aujourd'hui, c'est un critère imposé, et il faut que le consommateur s'interroge à cela. Maintenant, ça ne soulève pas que cette question-là, ça soulève aussi la question de la pollution à l'échelle planétaire. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas non plus accuser même les pêcheurs qui pêchent ce thon-là du taux de mercure qu'il peut y avoir, excepté par le procédé de conserverie qui va accentuer ce dépôt de mercure à long terme avec des DLC assez longues, on le sait, dans les conserves. Mais ça pose aussi le problème des énergies fossiles et des dépôts de polluants tels que le mercure, qui vient justement des résidus d'énergie fossile dans nos mers, dans nos rivières et dans nos océans. Et ça, c'est un impact, bien entendu, très, très important. Allez, on va faire une petite pause. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur une partie sur l'avenir de la pêche. Il y a une réunion, 24e réunion annuelle de l'ICCAT, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Ce sera entre le 11 et le 18 novembre 2024. Et on en parlera avec l'un de nos invités qui arrive pour savoir en quoi tout ça va mener et qu'est-ce qu'on attend. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables, aujourd'hui on parle de la pêche française avec des interlocuteurs qui s'y connaissent bien. Alors quel est l'avenir pour la pêche ? Et vous le savez peut-être pas, mais la 24e réunion annuelle de l'ICCAT, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, va démarrer du 11 novembre jusqu'au 18 novembre 2024. Et on va voir ce qu'on peut attendre de cette commission. Christophe
Christophe Madrol est avec nous, président de la commission maire de la région Sud, Jean-Gérald Lubrano, secrétaire général de l'organisation producteur du Levant et auteur d'un documentaire Pêcheur 2.0 que je vous incite à aller voir puisque c'est passionnant. Et notre invité ce soir, Olivier Lenézet, qui est président de la pêche française. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Donc, on parlait de cette 24e réunion annuelle à l'ICAT. Qu'est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui ? Je crois que, comme vous l'avez dit, déjà, cette filière française du thon rouge, elle a montré par Pêcheur 2.0 que c'est une filière hautement responsable. Elle est très exigeante en matière de durabilité, de gestion, d'encadrement, de contrôle. Et elle est un maillon et je dirais une filière essentielle à l'équilibre économique de la Méditerranée à tous les niveaux, qu'ils soient sur les flottilles et les régions. Certes, je pense qu'elle a besoin d'un nouveau souffle, hein, évidemment, et l'État doit lui donner cette visibilité via l'ICAT pour qu'elle reprenne l'initiative. Alors, Olivier Lenézet, vous êtes président de la pêche française. En termes de produits de la mer, la France a affiché un déficit commercial de 4,6 milliards en 2022. À quoi est dû ce déficit et est-ce qu'on est déficitaire sur les tonidés, comme il y a cette réunion ? Parce que c'est quand même le poisson, probablement avec le saumon, le plus consommé par les Français. Et je crois que quand on parle du thon, on parle de beaucoup d'espèces de thon. Je crois que ça a été dit en amont. Il y a plusieurs sortes de thon qui sont consommés par le consommateur français. Et puis surtout, c'est qu'on est déficitaire parce que derrière, la pêche française, elle est encadrée. Et la pêche européenne. Aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'on produit à peu près 20% de la demande nationale et qu'il faut surtout changer le comportement du consommateur. Les principales espèces qui sont consommées, c'est le saumon, c'est le cabillaud, c'est la crevette. Et donc, évidemment que derrière, ce déficit commercial, il est criant. Donc, moi, j'invite, comme l'a rappelé Jean-Gérald tout à l'heure, c'est de consommer du poisson pêché par les navires français et donc de favoriser du poisson qui est pavillon en France, qui est identifié aussi par des labels régionaux et qui permet justement de faire que le consommateur contribue à l'économie de nos territoires sur le littoral. Jean-Gérald Lubrano voulait réagir, je crois. Moi, je suis tout à fait d'accord avec mon président. De toute façon, je viens de le dire, je le répète, et on le dit ensemble, consommons tous français. Et je crois que on ne peut tirer que les conclusions de l'annonce d'hier par nos chers ONG, qu'il faut justement aller dans cette direction. Maintenant, ce déficit commercial sur la filière des thonidés, il nous échappe aussi pour une bonne raison. C'est que la majeure partie aujourd'hui de notre thon rouge part à l'étranger. Et notamment au Japon, je crois. Ouais. Notamment au Japon, qui sont les grands experts du poisson et du thon rouge. Donc il faut se réapproprier dans nos mœurs de consommation cette espèce et que notre État nous donne aussi les moyens de stocker vivant comme il se fait dans nos pays voisins. Donc la France est un pays de pêcheurs. Jusqu'à maintenant, on a souhaité justement la laisser à ce rang-là, mais aujourd'hui, elle doit justement faire face à son destin et à son histoire. Christophe Madrol, est-ce que on a entendu tout et n'importe quoi sur le thon rouge ces dernières années. Est-ce que les Français aujourd'hui ont une bonne perception du thon rouge? Parce que moi, j'entends souvent dire, mais je croyais que c'était interdit à la pêche le thon rouge. Il y a plein de gens qui disent ça et aujourd'hui, il y a un problème peut-être de communication. Non, vous avez complètement raison, Cécile. D'abord, je voudrais remercier Olivier Lenézet d'abord de participer à l'émission et du travail qu'il fait au niveau des comités des pêches parce que c'est très important pour nous politiques qui portons des sujets au niveau comme de la région sud avec le président Muselier, avoir un interlocuteur. Et c'est vrai qu'on a eu l'image pendant des années, excusez-moi Jean-Gérald, mais du pêcheur qui était un peu le pêcheur voyou des mers, si vous voulez que je veux dire. C'est en Méditerranée, c'était compliqué. On a eu toutes les campagnes des chalutiers qui détruisaient la biodiversité. Mais depuis quelques années, et merci Jean-Gérald Lubrano du travail que vous faites au niveau de la pêche durable, comme Olivier Lenézet, on a beaucoup plus une transparence du travail qui est fait en mer. Et ça répond aussi à la question par rapport au thon rouge. Quand je vois dans les restaurants, on fait souvent du saumon, on n'a pas de traçabilité du saumon. Par contre, on pourrait très bien faire du thon rouge à la place du saumon. On pourrait très bien faire du poisson français pour faire travailler toute la filière pêche. Mais Olivier Lenézet, la pêche, ça représente quoi au niveau français? Combien y a-t-il de pêcheurs en France? Combien d'entreprises de pêche? Qu'est-ce que ça représente en France aujourd'hui? On est à peu près sur 5500, 5700 marins en France.
Aujourd'hui, il faut savoir que sur les navires, on est à peu près sur 7500 départements et territoires d'outre-mer compris, oui, avec 4500 à peu près navires, 4000 navires. Le vrai sujet, au-delà du nombre de navires et de marins, ce qui est très important à comprendre pour le consommateur, c'est qu'un marin, au-delà qui crée plusieurs emplois à terre, il crée surtout une économie de nos territoires littoraux et en même temps un écosystème qui fait que derrière, ce sont des emplois non délocalisables. Et ça, souvent, on l'oublie parce que derrière, tout impact dans cette filière impacte autoritativement aussi nos territoires. Et je remercie M. Mandol et Jean-Gérald parce qu'on est quand même en Méditerranée, où c'est vraiment un territoire qui a besoin aujourd'hui d'être soutenu. Il faut que l'Union européenne, et vous avez parlé de l'ICAD, reprenne l'initiative face aux autres parties prenantes. C'est elle qui finance presque tous les projets scientifiques de l'ICAD, qui portent des recommandations de durabilité. Et là, la Commission européenne doit être forte devant, je dirais, l'internationalisation de l'ICAD. Jean-Gérald Lubrano voulait réagir. Il a levé le doigt vraiment. Là, je crois que j'en appelle à nos autorités de tutelle. Il faut taper du poing sur la table et éviter, comme on l'a évoqué en amont, de laisser échapper ce déficit commercial une nouvelle fois qui va profiter au PIB de nos voisins européens. Donc, nous sommes producteurs, on veut faire du producteur au consommateur, du circuit court. Réapproprions-nous cette filière, réapproprions-nous nos mœurs de consommation et faisons de l'avant. Justement, de quoi parle-t-on? On parle de sécurité alimentaire. Olivier Lenézé, la France a le second domaine maritime du monde quand même, derrière les États-Unis. On a un peu tendance à l'oublier. Est-ce qu'il est exploité du mieux ou au maximum aujourd'hui, notamment pour la pêche? Au niveau déjà de notre territoire, il est international. Quand on parle déjà de la pêche française, on est sur un territoire international, on est de par le monde. C'est vrai, la France a le deuxième domaine au niveau mondial, mais c'est pas le deuxième domaine. On n'est pas au deuxième en partie économique. Et là, c'est un peu malheureux parce que on a vraiment des capacités à faire mieux. C'est vrai, mais pour ça, il faut aussi que n'oublions pas, on est encadré par une politique commune des pêches qui est clairement au niveau européen. Et c'est là qu'est le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a protégé le poisson et c'est très bien, il fallait le faire. Les ressources aujourd'hui sont durables dans les eaux européennes. Je veux dire, dans les eaux européennes, elles sont durables. Il y a de la surpêche, mais c'est au niveau mondial. Et quand on prend 7000 navires de pêche industrielle au niveau de la Chine, quand on sait qu'en France, on en a un, c'est là qu'on voit qu'on se trompe de cible. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment la Commission européenne vient protéger ses ressortissants. Je ne veux pas vous parler, on parle de Méditerranée, mais je pourrais vous parler du Brexit, où là, on se retrouve vraiment dans une fracture, non pas du vivre ensemble, mais de la division au niveau de l'Union européenne. Donc il est important que la Commission européenne soit là pour protéger, certes, la ressource, mais aussi ses pêcheurs. Les pêcheurs, parce que les pêcheurs sont eux aussi créateurs d'emplois, mais surtout, comme l'a rappelé Jean-Gérald, on est d'abord là pour nourrir la population. Justement, cette filière nourricière, beaucoup de pêche bashing, alors que la France est quand même un peu dans aujourd'hui une exemplarité finalement. Il y a une exemplarité française sur la chaîne. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, on peut se féliciter d'une chose. C'est que cette filière a passé, je dirais, des années 60-80, où il y a eu certes beaucoup de surpêche faite dans les eaux par les pêcheurs européens. À aujourd'hui, c'est géré, c'est encadré, c'est régulé. Il y a des quotas, c'est 7500 règlements qui encadrent la pêche européenne. 7500. Et tant mieux, c'est celle qui permet aussi de pouvoir avoir la durabilité de la ressource. On se doit de la préserver pour les générations futures, parce que derrière, on a des jeunes qui doivent venir dans nos métiers. On a besoin de ces jeunes-là. On a besoin de renouveler la flotte de pêche. Aujourd'hui, ce qui nous pose le plus gros problème, c'est le renouvellement de la flotte de pêche. La moyenne d'âge de la flotte de pêche en France, c'est plus de 30 ans. Donc on est sur des outils de travail qui ne sont pas en adéquation avec les besoins et la réalité et les obligations de la transition énergétique ou de la décarbonation, au même titre qu'on pourrait parler du bien-être aussi des marins en mer. Et ça, c'est un vrai sujet et il faut que l'Union européenne, sans cesse, se donne les moyens, et non pas juste
du FEAMPA, du fonds européen, du fonds financier, mais qui va bien au-delà de permettre justement cette capacité de renouvellement de la flotte de pêche. Merci beaucoup Olivier Lenézé, président de la pêche française. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On aura l'occasion bien sûr de vous retrouver à un moment donné. Dans un instant, on reviendra sur le thon rouge, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une espèce de flou puisqu'il a été longtemps menacé par la surpêche, la population de thon rouge, donc se développe de nouveau avec de bonnes nouvelles. On en parle dans un instant avec un spécialiste, un scientifique même. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables spéciales pêche, parce que nous, à Sud Radio, on les aime beaucoup, les pêcheurs. Alors autour de cette table, on est assez nombreux. Christophe Madrol, président de la commission maire de Région Sud, Jean-Gérald Lubrano, secrétaire général de l'organisation producteur du Levant et auteur du documentaire Pêcheur 2.0, Olivier Lenézé est toujours avec nous, président de la pêche française, et le petit nouveau Tristan Rouillet qui est avec nous, chercheur à l'Ifremer et à l'unité Marbec à 7. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est le moment peut-être de mettre à bas les idées reçues sur le thon rouge. Comme je le disais il y a quelques instants, tout se dit un peu tout n'importe quoi, sauf que les choses ont changé. Donc longtemps menacée par la surpêche, la population de thon rouge se développerait de nouveau dans l'océan Atlantique et en Méditerranée. Donc on va demander à un spécialiste. Tristan Rouillet, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui connaissez bien, puisque vous êtes un scientifique qui scrutait le thon rouge que vous connaissez par cœur, aujourd'hui, si on fait un état des lieux, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors le thon rouge, c'était une espèce qui a été, comme vous l'avez dit, très justement, très longtemps surexploitée. Et depuis la moitié des années 2000, on va dire 2008-2009, il y a eu un plan de reconstitution qui a été mis en place et qui a été assez rapidement suivi des faits, puisque dès 2012, on a commencé dans les enceintes scientifiques à voir que la quantité de thon rouge qu'on estimait qu'il y avait dans l'eau, parce que c'est qu'une estimation, semblait augmenter année après année. Et tout ça, ça a conduit en fait à une réaugmentation du total admissible de capture, des quotas de pêche, année après année. Et on a pu continuer comme ça à suivre l'évolution plutôt favorable du thon rouge. Donc, ce qui a montré que les mesures mises en place ont bien fonctionné. La France était le principal pêcheur de thon rouge, qui a beaucoup de succès, notamment au Japon. Quelles ont été les conséquences pour les pêcheurs? Est-ce qu'on les a aidés? Quelles autres espèces ont-ils pu pêcher à la place, etc. Ça, j'imagine, c'est plutôt une question pour Jean-Gérald, peut-être qu'il pourra mieux répondre à ça. On parlera de temps difficiles, je crois, de sacrifice de la flottille qui a fait les efforts de réduction de pêche. Et je crois que le job a été fait pour que ce plan de reconstitution soit une réelle success story à l'échelle internationale d'espèces halieutiques. Est-ce que ça a été difficile pour vous qui êtes un spécialiste, en l'occurrence aussi du thon rouge, est-ce que ça a été, l'image a été compliquée pour vous? Très très dur, mais surtout pour les jeunes qui arrivaient, des jeunes générations comme nous, qui arrivions dans le métier juste à ce moment-là, où on avait une vingtaine, 25 ans, et on commençait notre propre aventure. Il était clair que pour nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Je veux dire, c'est quoi l'avenir, en fait? C'est quoi l'avenir? Pourquoi on n'est pas resté à l'école? Donc voilà. Donc à un moment donné, mais je veux dire par là, c'est très difficile. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas commettre encore les erreurs, je veux dire, qui ont été tirées toutes les leçons du passé. Je crois que c'est ce que la profession a décidé de faire avec cette nouvelle génération de pêcheurs. Et c'est ce que, en tout cas, moi, j'ai souhaité montrer dans mon documentaire, parce que la plus belle réponse qu'on a pu retrouver, c'est celle de l'environnement et celle de la ressource, celle du thon rouge est d'année en année plus abondante. Et on fait notre campagne de pêche en une semaine, voire 10 jours. Une campagne de pêche qui doit durer normalement un mois. Ah oui. Voilà. Christophe Madrol, je rebondis sur ce documentaire 2.0, Pêcheur 2.0. En fait, c'est votre vie dans un documentaire où là, on peut pas tricher. Et on voit effectivement que la pêche est très réglementée, que ça reste compliqué, même si tout le monde a accepté les règles du jeu. Mais on sent que la pêche a changé quand même. Oui, mais complètement. Et quand Jean-Gérald et son équipe nous ont présenté à la région Sud
le scénario, le synopsis de ce documentaire, on l'a en grande partie financé sur les fonds FEAMP. Olivier Lenezé en parlait. Et c'est vrai que la région sud, les fonds FEAMP, c'est des fonds européens qui permettent de financer des actions de pêche ou de communication liées à la pêche. Ce qui permet, c'est l'Europe. Pour une fois, l'Europe a du bon, d'amener de l'argent et d'accompagner donc les pêcheurs comme d'autres secteurs pour pouvoir faire de la communication. Et moi, j'ai découvert le métier de pêcheur de thon rouge. Pour moi, je ne connaissais pas le métier de Jean-Gérald Lubrano. Je connaissais le pêcheur, effectivement, du Lille du Levant, cher à notre ami Philippe David. Le pêcheur du dimanche. Mais à la ligne, voilà, j'étais de la pêche artisanale où on allait tranquille avec Marius et Jeannette sur la petite barquette, à l'estac avec le pastis normal et on pêchait le poisson. Voilà, on pêchait la girelle, le poisson, la girelle. Mais pas d'insinuation, s'il vous plaît, salace, monsieur Philippe David, quand on parle de girelle. J'ai très bon dans la soupe, la girelle. Non, parce que hors antenne tout à l'heure, il nous parlait de ses expériences au Cap d'Agde et à l'île du Levant. Mais voilà, donc voilà, parce que on ne comprend pas ce qu'a dit Philippe David tout à l'heure. Voilà. Non, mais attendez, il est à 7, Tristan Rouillet, c'est à côté du Cap d'Agde. Ne faites pas de réputation usurpée. Alors c'est une autre sorte de pêche. C'est une autre pêche. Mais vraiment, je conseille à tous nos auditeurs d'aller sur Internet, c'est disponible, je crois, et de taper pêcheur 2.0. C'est assez incroyable. D'abord, les images sont très belles. C'est un réalisateur professionnel qui a fait ça. Et d'après ce qu'il m'avait dit, il était spécialiste du sport en haute montagne. Ce garçon qui a fait le film, et il a accepté de s'embarquer avec l'armement Lubrano et a suivi une campagne de pêche. Mais c'est vraiment un documentaire assez extraordinaire où on voit le vrai métier de pêcheur de thon. Alors, on parlait du thon rouge avec Tristan Rouillet, chercheur à l'IFREMER à l'unité Marbeil-Cassette. Le thon rouge vit donc dans l'Atlantique, en Méditerranée. A priori, les populations, suite au moratoire de 2007, se sont reconstituées en Méditerranée. On en est où là, par exemple pardon, je vous coupe avant, jusqu'à la fin. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on est encore dans une temporalité un peu faiblarde ou on est vraiment remonté avec le nombre d'individus? Alors bon, faut bien comprendre que la vitesse avec laquelle ça s'est reconstruit, pour nous, c'était, en tant que scientifique, c'était un peu inédit, puisque ça allait très très vite. Et donc ça a posé, en 10 ans, la population c'est quand même reconstituée très très notablement. Alors après, on se refuse un petit peu à dire à quel niveau de reconstruction on est, parce qu'il y a tellement d'incertitudes autour de ça qu'on préfère pas lire. Vous voyez, il faut essayer d'estimer une référence, alors qu'on sait très très bien que cette référence a évolué au fur et à mesure du temps. Donc on se refuse un petit peu à dire ça. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a des niveaux aujourd'hui d'exploitation qui n'ont jamais été autorisés jusqu'ici, ce qui veut dire que la population semble continuer à augmenter, tout du moins d'après les dernières estimations. Alors, il faut rester prudent, bien sûr, mais on est plutôt dans une situation qui est assez favorable. Favorable en Atlantique et en Méditerranée? Alors là, je reviens là-dessus. Du coup, en fait, le stock de thon rouge, on pense qu'il y a 2 stocks en Atlantique. Il y a un stock en Atlantique Ouest, où on pêche à peu près 2500 tonnes. C'est celui qui se reproduit dans le golfe du Mexique. Oui. Et il y a un stock en Atlantique Est Méditerranée, donc c'est la même population qui se reproduit donc en Méditerranée. Et en fait, ce sont des thons, donc c'est des animaux fabuleux. Je pense que Jean-Gérald a dû en parler, mais ça peut dépasser les 700 kilos. Oui. Ça peut dépasser les 3 mètres. Donc c'est une vache, pour vous donner à peu près l'idée. Ce sont des animaux qui vont faire des migrations absolument énormes, rentrer en Méditerranée au mois de mai pour se reproduire. Donc le pic de la reproduction, c'est le mois de juin, et ressortir ensuite en Atlantique au mois de juillet. Et on va les retrouver après partout en Atlantique, on va dire de la Norvège jusqu'au Brésil à peu près. Et en matière de goût, parce que on voit tout dans les restaurants un petit peu partout du thon rouge, on ne sait pas vraiment d'où il vient. Et ça, c'est dommage aussi d'ailleurs, parce que peut-être que les restaurants devraient avoir une traçabilité française. Le goût de ce qu'on trouve par exemple en Méditerranée n'a pas d'égal, par exemple. Dixit est japonais. Dixit est japonais. Il a vraiment une texture, un goût. Mais on ne peut que le croire. On parle avec japonais de poisson comme on parle avec les Français de vin. Donc à un moment donné, je crois que c'est irréfutable qu'on a la chance, en tout cas, d'avoir en Méditerranée, depuis des siècles et des siècles, et depuis la préhistoire, l'un des meilleurs, voire le meilleur poisson du monde. Mais le thon rouge de Méditerranée. Génétiquement, c'est pas le même. En préparant l'émission, le thon rouge Atlantique et Méditerranée, il y a une petite différence. Tristan Rouillet. Il y en a un qui a bronzé, l'autre pas. Non, il n'y a pas de. Ouais, ça pourrait être ça. Aujourd'hui, on voit pas de différence entre le thon rouge de Méditerranée et le thon rouge Atlantique. En fait, c'est le même. Donc, on voit très très bien les migrations. Donc, nous, on les marque. On met des balises électroniques sur le dos des poissons, et donc on peut suivre leur trajectoire sur 1 an. Et donc, on voit
très très bien que les thons sortent de Méditerranée et vont aller en Atlantique se nourrir. Jean-Gérald Et après, rentre au moment de la reproduction. Donc c'est vraiment génétiquement les mêmes. Par contre, entre la partie ouest Atlantique et est Atlantique Méditerranée, là il y a des différences. C'est ça, c'est bien ce que oui, j'ai vu. Jean-Gérald Lubrano. On peut s'en référer à l'expérience de Tristan parce qu'il fait partie justement d'une unité spéciale qui a produit, je veux dire, des rapports avec Jean-Marc Fromentin depuis des années et des décennies pour le compte de l'ICAT et du comité scientifique de l'ICAT. Donc ce sont des experts au niveau de cette espèce-là. Et il faut noter aussi le travail énorme qui a été fait de collaboration entre pêcheurs et scientifiques. Et je crois qu'il est encouragé aussi par les mesures du FERMPA. Et nous, ce qu'on aimerait aussi, qu'à ce travail se joignent aussi désormais les ONG. Parce qu'il y aurait un travail encore des conversations, des discussions, des projets d'études, des projets d'études sur les différentes espèces, que ce soit le thon rouge ou les thonidés ou d'autres espèces d'Atlantique et autres. Mais je crois qu'il y a un vrai travail, une vraie progression à faire, comme on l'a fait à l'époque où les pêcheurs et les scientifiques se parlaient pas il y a une vingtaine d'années. Et puis il y a un dialogue qui s'est instauré et un respect mutuel qui s'est vraiment installé. Et il y a eu des résultats qui ont été pertinents. Eh ben écoutez, on va continuer. Et donc on n'a pas de sushi à se faire pour les approvisionnements de thon rouge. Je me suis dit, j'espère qu'il va pas faire cette vanne pourrie. J'ai pas pu m'en empêcher. Il l'a fait quand même. On est face à un scientifique, s'il vous plaît, Philippe David. Désolé Tristan, vraiment désolé. Non, mais il sourit parce qu'il est bien élevé. Si vous connaissez le scientifique. Merci beaucoup Tristan Rouillet d'avoir été avec nous, chercheur à l'IFREMER et à l'unité Marbeg à 7. Merci beaucoup de nous avoir offert cette belle expertise. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir avec nos invités sur l'avenir justement de cette filière nourricière. C'est bien de le rappeler. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables ce soir, spécial nouvelle génération de pêcheurs, souvent qualifiés de pêcheurs 2.0. Ils sont, en tout cas il était avec nous, Jean-Gérald Lubrano, secrétaire général de l'organisation Producteurs du Levant et auteur de ce documentaire Pêcheurs 2.0 que vous allez bientôt pouvoir voir un petit peu partout. Et Christophe Madrol est avec nous, président de la commission maire de la région Sud. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Gérald Lubrano, pêcheur 2.0? Parce que c'est très efficace. On est pêcheur avec le côté ancestral et des savoir-faire 2.0, de dire aujourd'hui il y a une nouvelle génération qui se lève pour l'avenir. C'est ça. Il y a plusieurs messages dans cette appellation. Ah oui. Donc c'est le terme que j'ai choisi pour justement communiquer tout ça, pour communiquer, je veux dire, la tradition, mais aussi la modernité, l'évolution. Et surtout la pêche de précision, parce qu'il y a le côté 2.0 technologique avec des appareils d'hypersélectivité qui nous permettent... Qu'est-ce qui vous permet ces appareils justement, ils nous permettent de sélectionner le poisson avec beaucoup plus de précision, de passer beaucoup moins de temps en mer. C'est des sonars par exemple? Tu dis totalement, ça c'est une espèce qu'on peut pêcher, ça c'est une espèce qu'on ne peut pas pêcher? Totalement, nous sommes comme des échographes de la mer. En train d'observer, de scruter nos écrans et de discerner avec le savoir-faire donc que nous avons acquis, cette technologie que nous avons développée depuis des décennies, qui nous permettent aussi de passer beaucoup moins de temps en mer et donc de laisser une empreinte carbonique beaucoup moindre que de coutume. Mais ça veut dire que par exemple, excusez-moi Cécile, par exemple, nous on passait 9 mois en mer à l'époque. On avait 9 mois de campagne de pêche, qui sont résolus à 1 mois. Désormais, vous voyez, le métier que j'ai connu moi à l'époque ne ressemble plus du tout à celui que je pratique tous les jours. Donc nous nous sommes adaptés et pêcheur 2.0, ça veut dire aussi le pêcheur qui est réconcilié avec son époque. C'est ça le message aussi dans ce titre-là. Vous faites ce métier depuis combien d'années ? Je sais pas, mon père m'a embarqué par force à 13 ans à bord du bateau. Et puis après, il est jamais redescendu. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ouais, là c'est mon père qui m'a mis à bord. Mais bon, c'était une entreprise familiale, il fallait donner des coups de main, vous voyez. Je veux dire, donc c'est toujours comme ça. Et je crois que la pêche artisanale, elle est vraiment empreinte de ça. Et ça, ce sont des choses que nous perdons aujourd'hui pour les générations à venir. Et tout à l'heure, j'ai parlé de traçabilité. Moi, j'aimerais parler d'attractivité aussi, parce que des pêcheurs 2.0, c'est ça.
c'est fait aussi pour un appel, pour lancer un signal positif aux nouvelles générations. Comme l'a dit Olivier Lenezé tout à l'heure, pérenniser le métier, c'est vachement important dans nos traditions et nos croyances. Vous voyez, on vient du secteur primaire. Mais c'est très communautaire quand même, les pêcheurs. On sent que c'est une grande famille nationale. Mais totalement. Et moi, quand je dis toujours que lorsqu'une pêcherie va mal, c'est toute la pêche qui va mal. Donc on a besoin, tout à l'heure on parlait de ce que générait un marin pêcheur en termes d'emploi et d'économie. Mais il faut penser aussi aux filières en amont et en aval. La pêche, ce n'est pas que la pêche sur un bateau. Il y a aussi tout ce qui est coopérative, le système coopératif, les coopératives d'avitaillement. Comment ça marche ? Ben, les pêcheurs se groupent, montent des structures qui sont hyper démocratiques, c'est-à-dire un homme, une voix, qu'on ait des parts sociales, qu'on n'en ait pas, comme dans tout ça. Mais ce système-là est hyper démocratique et permet à tous les pêcheurs de se grouper pour réaliser des économies d'échelle et soutenir la filière et soutenir la pêche. Donc ce sont des outils qui sont incontournables. Puis après, il y a la filière aval, la filière des marieurs, des acheteurs, qui est aussi incontournable et qui est nécessaire et qu'il ne faut pas perdre. Donc si on parlait tout à l'heure de déficit commercial, je reviens dessus, mais il faut pas occulter ce déficit-là. C'est hyper important pour le développement et le renforcement et la résilience de cette filière. Donc parlons souveraineté alimentaire, parlons résilience de filière et parlons pêche maîtrisée, la pêche 2.0. La pêche maîtrisée, c'est là-dessus que je voulais en revenir tout à l'heure. La technologie aujourd'hui vous permet d'éviter du gaspillage, d'être sûr que le poisson que vous allez prendre est de taille suffisante, c'est-à-dire que en fait on ne prend plus et on ne rejette plus en mer aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est ça. Alors la subtilité, Cécile, c'est-à-dire que nous ne pratiquons plus la pêche à proprement dite, nous pratiquons la capture. La capture, c'est-à-dire absolument. que nous allons capturer le poisson vivant et nous allons... Ce qu'on appelle la pêche à la Seine. La pêche à la Seine. Un système qui, par exemple aujourd'hui, on pourrait dire, mais vous voyez, il y a beaucoup de pêche accidentelle, beaucoup de pêche accessoire. Il faudrait inventer un système qui permette de capturer le poisson vivant pour pouvoir, une fois qu'il est dans le filet, voir si on le garde ou si on le relâche. Mais il existe. Il existe, c'est la pêche à la Seine au thon rouge. Et ce qui permet aussi, je crois, et Tristan, s'il était encore avec nous, il pourrait aussi le dire, ce qui a permis aussi à notre stock de se reconstituer aussi vite. C'est-à-dire qu'on fait vraiment des captures au kilo près de ce que nous avons besoin, parce que nous transférons et nous prélevons sur l'environnement ce dont nous avons besoin ou ce dont nous sommes autorisés. On parle de souveraineté alimentaire, c'est important. On se plaint dans l'agriculture qu'on exporte beaucoup de matières premières, du blé, etc., mais que beaucoup sont transformés dans des pays étrangers, dans des usines étrangères, avant d'être réimportés en France. Il y a le même problème pour les produits de la pêche. Très exactement. Je prends le cas de la filière thon rouge. Oui. 90% de la production française, des 6 000 et quelques tonnes produites par nos pêcheurs français, partent à l'étranger. C'est-à-dire 80% part au Japon, puis ensuite les marchés s'ouvrent sur l'Europe, l'Amérique, beaucoup en ce moment, et nous consommons que même pas 10% de ce que nous produisons. Donc, contre ça, qu'est-ce qui se passe? On nous dit aujourd'hui, attention les boîtes de conserve. Et oui, mais ça fait déjà des années qu'on avertit qu'on importe beaucoup trop de poissons dont on ne sait même pas d'où ils viennent, et souvent recolorés. Parce que le thon qui vient, ou les thonidés qui vont arriver d'océan dans des conditions pas possibles, après X années, bien entendu, ou X mois, il va grisonner ce poisson. Donc il va bien falloir le représenter à des consommateurs. Donc là, il y a des problèmes sanitaires qui se posent, et on le voit aujourd'hui. Donc consommons français. Le mot de la fin avec vous, Christophe Madrol. C'est vrai que quand vous entendez ce discours-là, vous avez juste envie de dire, vous qui êtes quand même un spécialiste de la biodiversité, bravo. Ah mais bravo, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait le choix avec la région Sud de soutenir cette filière, parce que c'est une filière juste, qui est durable, et merci Philippe David d'avoir fait le rapprochement avec nos agriculteurs, parce qu'en les voyant, les pêcheurs, je pense systématiquement aux agriculteurs qui souffrent de leurs conditions de travail. Même cause, même effet. Exactement, même cause, même effet. Ah, mais le même combat. Hein. Les filières nourricières aussi. Exactement, et à un moment donné, on se plaint en France de beaucoup de choses, mais
je ne comprends pas comment on ne soutient pas nos agriculteurs comme nos pêcheurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe Madrol, président de la commission maire de la région Sud. Merci beaucoup Jean-Gérald de Lubrano, secrétaire général de l'Organisation des producteurs du Levant et auteur de ce documentaire Pêcheurs 2.0. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et dans un instant, lui, il n'a pas les pieds carrés, il n'est pas comme Philippe David. Hein. Oui, il a la même coupe de cheveux. C'est Toto Maurizio pour les vraies voix du foot. On a le même coiffeur. C'est ça. Alors, quel est le menu des vraies voix du foot? Faut arrêter d'y aller, les amis. Alors, le menu ce soir, c'est simple. On va revenir sur l'arbitrage de OM-PSG, parce qu'on va avoir un arbitre en ligne. On va revenir sur le Ballon d'Or, avec le scandale du Real de Madrid. Donc, j'ai deux petits coups de gueule à poser à passer. Ça va être sympatoche. Et on va avoir Alain Bornand, un agent, enfin un recruteur, un spécialiste du recrutement pour le Toulouse Football Club depuis 25 ans. Donc, il va nous donner toutes les rouages de ce métier, enfin, un maximum d'infos. Et voilà, super émission. Et on fera un tour d'Europe, bien sûr, avec tous les derbys qu'il y a eu sur tous les terrains. Vous savez qu'il y a eu plein de derbys en Italie, en Espagne, en France. Et puis voilà. Ah oui, un classico en Espagne qui a fait très mal pour le Real Madrid. Hein. Voilà. 0-4. Entre l'affaire Mbappé, le classico et on n'est pas dans l'émission. des Ballons d'Or. On n'y est pas. Et on aura jamais Farid Bouadla sur le plateau qui est pro-Real. Donc ça va. Normalement, ça va distribuer des parpaings. Et ben voilà, vous avez déjà eu une demi-heure d'émission. Allez, merci les amis. Merci à tous. On se retrouve demain à 17h avec Philippe David dans Les Vraies Voix. Merci à notre équipe qu'on adore et qu'on embrasse. Je donne pas les prénoms parce qu'on est très en retard. Allez, salut, bonne soirée, à demain.